Si tous les gars du monde. Chacun a entendu un jour parler du plan Marshall. Ce plan, d'origine américaine, avait soi-disant pour but d'aider à la reconstruction d'une Europe détruite par des années de guerre, stimuler le redressement de son économie et par cette aide apportée, contribuer à freiner la menace expansionniste communiste de l'URSS. C'étaient du moins les arguments avancés par l'administration Truman, proposition apparemment dénuée de toute arrière-pensée idéologique. Cet extrait du discours du général George Marshall pourrait être apprécié comme étant un geste humanitaire d'une bonté d'âme exceptionnelle. La vérité, c'est que les besoins de l'Europe, pendant les 3 ou 4 prochaines années, en vivres et en autres produits essentiels importés de l'étranger, notamment d'Amérique, sont tellement plus grands que sa capacité actuelle de paiement, qu'elle devra recevoir une aide supplémentaire très importante ou s'exposer à une dislocation économique, sociale et politique très grave. Il est logique que les États-Unis doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle la stabilité politique et la paix assurée sont impossibles. Ce discours est en réalité un écran de fumée machiavélique. La contribution américaine au redressement de l'Europe, devenue exsangue, a été en fait, sous couvert d'une aide soi-disant altruiste, le moyen non de freiner la volonté expansionniste communiste de Staline, mais d'asseoir sa propre volonté impérialiste, d'abord en Europe, puis dans la majeure partie du monde. Le dollar devenait officiellement la monnaie d'échange commercial. Rappelons-nous cette phrase lourde de conséquences. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. Pour faire court, le choc pétrolier de 1973 n'est pas dû à un pic de production de pétrole aux USA, mais au fait que ses réserves d'or ne suffisaient plus à garantir la valeur fiduciaire de sa monnaie, adossée à l'or. Un accord avec l'Arabie Saoudite et le dollar fut adossé au pétrole. Plus de pétrole sur le marché, payé uniquement en dollars, égale plus de dollars incontournables en circulation, égale contrôle total du commerce mondial. Régulièrement, le G6, créé en 1975 par la France pour faire face à ce choc pétrolier, devenu G7 avec l'entrée du Canada, puis G8 avec l'entrée de la Russie, les 8 pays les plus industrialisés du monde, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie, groupe redevenu G7 après l'exclusion de celle-ci, décident annuellement des grandes orientations économiques mondiales. Ces réunions informelles et coûteuses ont-elles éradiqué la faim dans le monde? Non. Ont-elles permis d'éviter des conflits, des guerres? Non. Ont-elles empêché la monstrueuse mise en place d'un plan génocidaire mondial avec la non-affaire du Covid? Non. Dans les faits, toutes ces entités politiques de circonstance n'ont comme unique but que d'asseoir l'hégémonie des pays industrialisés, principalement les USA, sur les pays dits en voie de développement. Je signale que, dans le G7 actuel, 3 pays, dont la France, font partie de l'Union européenne. En réalité, pour la petite histoire, en raison d'absence de sa constitution, la France en est de fait exclue. Aujourd'hui, le blé du pauvre nourrit la vache du riche. Mais aussi, la pauvreté de l'Occident est un puissant moteur d'action qui va être un bénéfice. Elle va remettre l'église au centre du village. Il faut savoir que les États-Unis sont au bord de l'implosion. Certains de ces États ont des velléités de sécession. Et c'est là où Renaissance française constate une évolution très positive dans la faillite continentale actuelle. En 2009, 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud,
décident de s'allier dans le but de renforcer la coopération économique entre les pays émergents. L'idée de créer ce groupe est née de la volonté de ces 5 pays de se positionner comme des acteurs de l'économie mondiale et de défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale. Concrètement, ces pays représentent collectivement plus de 40% de la population mondiale et environ 1/5 du produit intérieur brut mondial. Ils sont caractérisés par leur énorme potentiel de croissance économique, par leur énorme potentiel dans leur rôle géopolitique et leur évidente influence croissante dans les affaires mondiales. Ensemble, les BRICS, donc, cherchent à renforcer leur coopération dans différents domaines, notamment l'économie, la politique, la sécurité et le développement durable. Quels sont les avantages économiques? La Chine joue un rôle central en tant que moteur économique grâce à sa taille, son potentiel de consommation et sa capacité de production. Son modèle de développement axé sur l'exportation et les investissements dans les infrastructures a pensé à stimuler la croissance économique des autres pays membres. Les BRICS offrent également des opportunités commerciales et d'investissement pour les entreprises des pays membres, favorisant ainsi la diversification des partenaires commerciaux et stimulant la croissance économique. Par exemple, la Chine a investi massivement dans les infrastructures des autres pays membres, contribuant au développement économique régional et à l'intégration économique entre les pays. Je passe à la coopération politique. Les BRICS coopèrent sur des questions politiques, diplomatiques et de sécurité et coordonnent leurs positions dans des forums internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le G20, c'est-à-dire les pays du G7, qui ont exclu la Russie en 2014, la moribonde Union européenne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie. Un aparté. On remarquera au passage l'absence de la Russie dans le G20 et sa présence fondatrice dans les BRICS. Bien que ces pays aient des systèmes politiques différents, ils diffèrent des intérêts communs, ils cherchent à promouvoir un ordre international plus équilibré. Ces pays divergent souvent des points de vue communs, notamment en ce qui concerne la réforme du système financier international et la lutte contre le protectionnisme. Par exemple, les BRICS ont exprimé leur opposition aux politiques unilatérales de certaines économies avancées. Ils plaident en faveur d'un système commercial multilatéral, ouvert et inclusif, qui tient compte des intérêts des pays en développement. Un mot sur les initiatives et les projets communs. Les BRICS ont mis en place des mécanismes de coopération tels que la nouvelle banque de développement, la NBD, et le fonds de réserve des BRICS. La NBD a été créée pour financer des projets d'infrastructure et de développement durable dans les pays membres. Elle vise à fournir une alternative aux institutions financières internationales traditionnelles et à promouvoir un financement plus équitable. Autrement dit, la NBD est le contrepoids au FMI, à la World Bank, à la Banque Centrale Européenne et autres structures financières à la solde du nouvel ordre mondial. Le fonds de réserve des BRICS a été établi pour aider les pays membres à faire face aux pressions financières du dollar et aux crises économiques, offrant une forme d'assurance contre les chocs externes. Par exemple, la NBD a financé des projets tels que la construction d'un réseau autoroutier en Russie, la modernisation des infrastructures énergétiques de l'Inde et la construction de lignes de métro au Brésil. Les défis et critiques. Les BRICS doivent faire face à des défis résultant des différences économiques et politiques entre les pays membres, ce qui peut créer des tensions et des divergences d'intérêts. Les inégalités internes persistantes, notamment en termes de développement régional et de répartition des bénéfices économiques, peuvent être un défi pour la coopération entre les pays membres. Par exemple,
les tensions frontalières entre la Chine et l'Inde en 2020 ont mis en évidence les défis auxquels les BRICS se sont confrontés dans la gestion des relations temporaires et dans la résolution des différends. De plus, les BRICS font également face à des critiques concernant leur capacité à concrétiser leurs ambitions et à réaliser des avancées significatives dans certains domaines de coopération. La morale. Les BRICS représentent une alliance économique et politique majeure entre les pays émergents, souvent négligés, raillés à tort par certaines puissances. Ils offrent des opportunités économiques, promettent la coopération politique et favorisent le développement durable. Tout en faisant face à des défis internes et externes, les BRICS continuent de jouer un rôle grandissant dans l'économie mondiale et sa gouvernance en cherchant à renforcer leur position face à la volonté bientôt centenaire de l'hégémonie américaine et à défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale. Renaissance française est intimement persuadée que les BRICS sont le contrepoids vital face à la volonté déshumanisée de l'administration américaine à vouloir tout contrôler, tout diriger, être le gendarme du monde. Regardons une carte de la planète et constatons le nombre de bases militaires installées. Telle une araignée, l'Amérique tisse sa toile dans le seul but de pouvoir intervenir militairement dans n'importe quelle partie du globe si un pays venait à s'opposer à ses exigences. Il est trompeur de croire que l'Amérique est notre allié. Les Américains n'ont pas d'amis, seulement des partenaires de circonstance qui payent très cher leur revirement envers leurs bailleurs de fonds imposés quand la moitié du monde était dans les décombres de la dernière guerre mondiale, mourait de faim. Cela s'appelle abus de faiblesse. Tous ceux qui ont osé s'opposer à l'oncle Sam ont été considérés comme des ennemis et traités comme tels. Saddam Hussein et Muammar Kadhafi l'ont payé de leur vie. Plus les BRICS vont s'épanouir, plus l'actuel Occident va s'appauvrir. Dans cette optique, le retour de bâton va être fatal à l'administration américaine, sauf peut-être si le président Trump est élu en novembre 2024. Les BRICS sont le phare protecteur d'un monde sombre sous contrôle de l'argent, monde vicieusement appauvri par un système monétaire créé par les riches pour les riches. Pour clore ce témoignage, je constate que le nombre de demandes d'adhésion aux BRICS va grandissant. Comme le dit un slogan utilisé pour une autre raison, c'est bon pour la planète. C'est une prise de conscience du nécessaire consensus entre les nations, entre les hommes, et c'est un bien. Les BRICS sont le nouvel organe sociopolitique qui va replacer le continent africain, futurement incontournable, à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, surtout quand je vous aurai appris la découverte, prodigieuse pour moi qui suis passionné par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les révolutionnaires de 1789 n'ont rien inventé. 567 ans plus tôt, je dis bien 567 ans plus tôt, en 1222, le fondateur de l'Empire Mandingue et l'assemblée de ses hommes de tête ont proclamé la charte du Mandé Nouveau, je suppose du Monde Nouveau, du nom du territoire situé dans le haut du bassin du fleuve Niger, entre la Guinée et le Mali actuel. Cette déclaration a été inscrite en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et certains continuent d'affirmer que l'Afrique n'a rien apporté au monde. Oui, amis et sympathisants de Renaissance française, le Mali a 567 ans d'avance sur la France dans la reconnaissance des droits de l'homme. C'est en adoptant ce point de vue que je m'adresse aux fondateurs des BRICS et à leurs futurs partenaires. Vous êtes animés par une volonté de replacer l'être humain à la place nécessaire qui lui est due, sans qui rien n'existerait. Aussi, me référant à Montesquieu qui, en 1748, écrivait « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Pour ne plus jamais oublier ce que l'impérialisme, la dictature sont capables,
les pires atrocités ayant été commises sous ces régimes qui ont assassiné des centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, avec le général Antonio Pappalardo, président du mouvement de libération de l'Italie, nous avons conçu la Charte mondiale des peuples libres et souverains qui inclut le 4e pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur, nouveau pouvoir constitutionnel ayant autorité de contrôle et de sanction sur les 3 autres pouvoirs. Pour être plus précis, tout chef d'État respectant ses engagements, se conduisant comme tel, n'aura pas à craindre le 4e pouvoir souverain du peuple. Ceci est valable aussi pour l'ensemble de la classe politique, les fonctionnaires et les patrons des grandes entreprises nommées. En incluant démocratiquement, par référendum, ce 4e pouvoir dans les constitutions des pays fondateurs du BRICS et celle des pays candidats, le malheur dû aux abus de pouvoir sera éradiqué à jamais. Pour ma part, je préfère partager l'amitié avec des gens qui font des fautes d'orthographe plutôt qu'avec des gens qui font des fautes d'humanité. En fait, les BRICS agrandissent la table des convives plutôt que rehausser la clôture les séparant de leurs voisins. Après qu'ils aient compris le sens de cette phrase, l'homme désire plus vivement le pouvoir sur les autres à mesure qu'il en a moins sur lui-même. Béni soit le jour où les États-Unis frapperont humblement à la porte des BRICS.